J'ai récupéré la housse à vêtements du bureau de Michel, celle que j'avais déposée 3 jours plus tôt pour la garder en sécurité. Le sac lui-même était en toile épaisse avec une armature métallique rigide pour protéger les vêtements de cérémonie. Quand je l'ai soulevé, le poids de cette armature m'a trompé. Je n'ai pas réalisé que le contenu à l'intérieur avait été remplacé par des chiffons légers au lieu de la lourde robe de satin. Je l'ai portée soigneusement jusqu'au vestiaire, confiante que ma robe était en sécurité. Barbara m'attendait. Elle était arrivée tôt pour m'aider avec mes cheveux et mon maquillage. J'ai posé le sac sur la chaise et j'ai ouvert la fermeture éclair. La robe bleu marine que j'avais économisée pendant 3 mois pour l'acheter, la robe à $475 qui était censée me donner de la dignité, avait disparu. À sa place, un jean déchiré avec des ourlets effilochés, une chemise à carreaux délavée à laquelle il manquait 2 boutons, des chaussettes dépareillées, une grise, une marron, et une paire de chaussures plates noires abîmées. Sur le dessus de la pile, un morceau de papier plié. Je l'ai déplié lentement. L'écriture était indubitable. Ces haillons sont plus appropriés que n'importe quelle robe. Certaines personnes ne peuvent pas cacher ce qu'elles sont vraiment, peu importe à quel point elles font semblant. Félicitations pour le prix, Rachel, ma fille. J'ai fixé la note pendant un long moment. Barbara est apparue dans l'embrasure de la porte derrière moi. Diane, es-tu? Elle s'est arrêtée. Elle a vu les vêtements, la note dans ma main. Oh mon Dieu, a-t-elle murmuré. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai tendu la note. Elle l'a lue. Son visage est devenu blanc. Rachel a fait ça. J'ai hoché la tête. Barbara a attrapé son téléphone. J'appelle la police tout de suite. Non, j'ai dit qu'elle s'est figée. Quoi? Pas encore. Diane, elle est entrée par effraction ici. Elle a détruit ta robe. Elle t'a laissé. Barbara a fait un geste vers la pile de chiffons. Ça. J'ai regardé les vêtements à nouveau. Un jean déchiré, une chemise tachée, des chaussettes dépareillées. Le genre de vêtements que les gens portaient quand ils franchissaient les portes de Hopaven. Le genre de vêtements que j'avais triés, lavés et distribués aux personnes qui n'avaient rien. Rachel pensait que cela m'humilierait. Elle pensait que j'annulerais, que je me cacherais, que je prouverais que je me souciais plus des apparences que des gens que je servais. J'ai ramassé le jean. Qu'est-ce que tu fais? A demandé Barbara. Je m'habille. Tu ne peux pas être sérieuse. Je l'ai regardé. Rachel veut que j'aie honte. Elle veut que je m'enfuie. Elle veut prouver que je me soucie plus des apparences que des gens que je sers. J'ai brandi le jean. Alors, je vais porter ça. Je vais monter sur cette scène devant 180 personnes, et je vais montrer à tout le monde à quoi ressemble vraiment la dignité. Barbara m'a regardé fixement. Tu vas porter des haillons pour accepter un prix de service communautaire? Oui. Devant toute la ville? Oui. Elle est restée silencieuse un long moment. Puis elle a posé son téléphone. D'accord, a-t-elle dit. Alors assurons-nous que tu sois incroyable. J'ai souri. Nous avons passé l'heure suivante à nous préparer. Barbara m'a aidé à enfiler le jean. Ils étaient trop grands, alors nous avons épinglé la ceinture. La chemise à carreaux pendait librement, mais nous avons retroussé les manches et rentré le devant. Les chaussettes dépareillées sont restées. Il n'y avait rien à faire. Mais Barbara m'a coiffé. Elle a remonté mes cheveux en un chignon bas et élégant. Elle a fait mon maquillage naturel, éclatant, digne, et elle m'a tendu un gardénia blanc du bouquet sur la table. Pour tes cheveux, a-t-elle dit. Je l'ai glissé derrière mon oreille. Je me suis regardé dans le miroir. Un jean déchiré, une chemise délavée, une fleur blanche, et une femme qui refusait d'être brisée. Barbara se tenait derrière moi, sa main sur mon épaule. Tu es magnifique, a-t-elle dit. J'ai plié la note soigneusement et je l'ai glissée dans ma poche. Preuve. Nous appellerons la police après la cérémonie, ai-je dit. Mais d'abord, je dois vous raconter comment nous en sommes arrivés là. L'infirmière en soins palliatifs m'a dit que ça arriverait le matin. Elle avait raison. Richard est mort un mardi de mars il y a 7 ans. Cancer du poumon. J'avais 51 ans. Rachel avait 25 ans.
Et ni l'un ni l'autre ne savions comment vivre dans un monde sans lui. Richard et moi avions commencé à faire du bénévolat au refuge Opaven 15 ans plus tôt. Après sa mort, je ne pouvais plus rester à la maison. Chaque recoin de notre maison contenait des souvenirs que je n'étais pas prête à affronter. Alors, je suis allé au refuge. J'ai servi des repas. J'ai plié des vêtements donnés. J'ai écouté des gens qui avaient tout perdu. Et d'une manière ou d'une autre, les aider m'a aidé à respirer à nouveau. Rachel voulait que je fasse mon deuil différemment. Elle voulait que je sois à la maison en train de pleurer comme elle pleurait, de parler de Richard pendant le dîner, de visiter sa tombe tous les dimanches. Au lieu de cela, j'étais à Opaven 6 jours par semaine. Maman se soucie plus des étrangers que de sa propre fille. C'est ce que Rachel a dit à ses amis. J'en ai entendu parler par Barbara. Ça faisait mal. Mais ces étrangers, des femmes fuyant la violence, des hommes ayant perdu leur emploi, des familles ayant besoin d'aide, ils avaient besoin de moi, et j'avais besoin de me sentir utile. Pendant 4 ans, Rachel et moi avons vécu à une distance inconfortable. Appels téléphoniques tendus, dîners de fête sous tension. Elle faisait des commentaires sur mon travail caritatif. Je changeais de sujet. Puis elle a rencontré Kyle. Kyle Andrew Stevens, 32 ans, charmant, pas de travail stable, un problème de jeu qu'il jurait avoir laissé derrière lui. Ils se sont mariés il y a 2 ans. En 6 mois, les demandes ont commencé. Maman, nous sommes en retard sur le loyer. Pouvons-nous emprunter $500? J'ai aidé 2 fois. Puis j'ai réalisé que chaque dollar que je donnais disparaissait dans les jeux de hasard de Kyle. Si ma propre mère ne veut pas m'aider, a dit Rachel quand j'ai finalement dit non, alors à quoi bon la famille? Il y a 3 mois, la fondation communautaire de Portland a appelé. Ils voulaient me décerner le prix Le Cœur de la communauté pour 15 ans de service à Opaven. $8 000 à donner à une organisation à but non lucratif de mon choix. J'ai dit oui. Opaven avait besoin de cet argent pour des logements d'urgence, des formations professionnelles pour les familles que je voyais tous les jours qui luttaient. Rachel a appelé le lendemain matin. $8 000. C'est assez pour effacer nos cartes de crédit. Rachel, cet argent n'est pas à moi. C'est pour le refuge. Le refuge? Son rire était amer. Bien sûr, des étrangers reçoivent $8 000 pendant que Kyle et moi nous noyons dans les dettes. J'ai déjà aidé. Je ne peux pas continuer à encourager. C'est différent. C'est de l'argent réel. De l'argent qui pourrait changer nos vies. Ça va changer des vies, ai-je dit doucement. Juste pas les vôtres. Nous n'avons pas parlé pendant 2 semaines. Puis, 3 jours avant la cérémonie, mon téléphone a sonné à 23 heures. N'accepte pas ce prix. La voix de Rachel était glaciale. Rachel, je suis sérieuse. Ne te lève pas là-bas et ne laisse personne célébrer à quel point Diane Bennett est généreuse. C'est embarrassant. Embarrassant pour qui? Pour moi. Tout le monde va lire cet article de journal et savoir que ma mère a choisi des sans-abri plutôt que sa propre fille. Je n'ai choisi personne au détriment d'eux. Alors n'y va pas. N'accepte pas l'argent. Ne le donne pas à des gens qui ne comptent même pas. Ma main s'est serrée sur le téléphone. Ils comptent pour moi plus que je ne compte pour eux. C'est évident. Son souffle était vif. Vas-y, maman. Accepte ton prix. Prends tes $8 000. Donne-les à qui en a besoin. Mais ne t'attends pas à ce que je reste assise là à sourire pendant que tout le monde célèbre à quel point c'est merveilleux d'être abandonné. Elle a raccroché. Je suis restée assise dans l'obscurité pendant longtemps après cela. J'aurais dû savoir alors, j'aurais dû entendre la menace sous ses mots. J'aurais dû réaliser que Rachel n'était pas seulement en colère, elle préparait quelque chose. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis allé me coucher en pensant que le pire était derrière nous. Pensant qu'elle se calmerait, peut-être qu'elle sauterait la cérémonie, peut-être qu'elle appellerait pour s'excuser. Je ne savais pas que Rachel et Kyle avaient déjà fait leur plan. Ma fille a épousé un homme qui voyait des signes de dollars là où je voyais de la dignité. Kyle Andrew Stevens. Quand Rachel l'a ramenée à la maison il y a 3 ans, j'ai essayé de voir ce qu'elle voyait. Le charme, les grands projets. Tout ce que je voyais, c'était des drapeaux rouges. Pas de travail stable. Un sourire trop facile.
La façon dont il regardait tout comme s'il en calculait la valeur. Ils se sont mariés il y a 2 ans. Petite cérémonie. J'ai payé la moitié. La famille de Kyle n'a pas contribué. Plus tard, j'ai appris qu'ils avaient cessé de lui prêter de l'argent des années plus tôt. J'aurais dû demander pourquoi. En quelques mois, la vérité a éclaté. Kyle jouait en ligne, poker, paris sportifs, applications de casino. Il appelait ça investir. Chaque dollar que Rachel gagnait à un travail de vente au détail, 16 dollars de l'heure, disparaissait dans ses comptes. Il y a 6 mois, Kyle a perdu son emploi dans la construction. Rachel a dit que son patron était injuste. J'ai découvert plus tard qu'il avait été surpris en train de voler des fournitures. Les demandes ont commencé immédiatement. Maman, nous sommes en retard sur le loyer. Maman, la voiture de Kyle a été saisie. J'ai aidé 2 fois, 1000 dollars au total. Puis j'ai arrêté parce que ça n'aidait pas. C'était de l'encouragement. 4 mois avant la cérémonie, Rachel a appelé. Elle avait besoin de 5000 dollars. La dette de carte de crédit de Kyle. J'ai dit, non, Rachel, je ne peux pas continuer à donner de l'argent qui va directement au jeu de hasard de Kyle. Il ne joue plus. Les promesses ne paient pas les dettes. Kyle a besoin d'aide professionnelle, pas d'argent. Alors, je me noie et ma propre mère ne veut pas m'aider. Je ne regarderai pas Kyle nous entraîner tous les deux. Elle a raccroché. Nous n'avons pas parlé pendant 2 semaines. C'est à ce moment-là que Kyle a appris l'existence du prix. 8000 dollars attachés à mon nom. Il a commencé à travailler sur Rachel. 8000 dollars pourraient effacer nos cartes, dirait-il. Nous faire avancer. Et elle le donne à des étrangers. Cet argent est pour le refuge. Le refuge, bébé. Nous perdons notre appartement et elle choisit des gens au hasard plutôt que nous. J'ai appris ces conversations plus tard grâce aux preuves policières, aux témoignages. Kyle était bon à ça. Il a pris les vieilles blessures de Rachel, son ressentiment depuis la mort de Richard, son sentiment que j'avais choisi Opaven plutôt qu'elle, et les a ravivés. Elle s'est toujours plus souciée d'eux, dirait-il. Rachel a essayé de résister. Je sais qu'elle l'a fait. Mais Kyle était implacable. Et si elle ne pouvait pas accepter le prix, a-t-il suggéré. Et si quelque chose se passait qui l'embarrassait tellement qu'elle devait annuler? Kyle, c'est cruel. Elle est cruelle avec nous. Nous perdons tout pendant qu'elle aide des étrangers. La colère de Rachel. 4 ans de sentiments d'abandon ont finalement submergé son jugement. Que ferions-nous même, a-t-elle demandé. Kyle a souri. Tu fais parfois du bénévolat au centre communautaire, n'est-ce pas? Rachel a hoché lentement la tête. Et si sa robe disparaissait? Et si elle se présentait sans rien apporter? Elle serait trop embarrassée. Elle annulerait. Peut-être qu'elle rendrait l'argent de la subvention. Rachel était silencieuse. Et la boîte de dons, a ajouté Kyle, celle du bureau de Michel. De l'argent qui ne bouge pas pendant que nous ne pouvons pas payer le loyer. Kyle, ce n'est pas voler si c'est censé aider les gens. Nous sommes des gens. La résistance de Rachel s'est effondrée. Elle mérite ça, a-t-elle murmuré. Kyle l'a serré contre lui. Tu as raison. Elle le mérite. 2 jours avant la cérémonie, ils ont finalisé le plan. Rachel accéderait au centre communautaire après les heures d'ouverture en utilisant sa connexion bénévole. Elle prendrait ma robe du bureau de Michel, la détruirait, et laisserait des haillons de friperie à sa place. Elle prendrait l'argent de la boîte de dons, et elle laisserait une note cruelle. Kyle a acheté les vêtements de friperie, un jean déchiré, une chemise tachée, des chaussettes dépareillées, 15 dollars au total. Rachel a écrit la note à la main. Ces haillons sont plus appropriés que n'importe quelle robe. Certaines personnes ne peuvent pas cacher ce qu'elles sont vraiment, peu importe à quel point elles font semblant. Félicitations pour le prix. Ils ont répété le calendrier. 21h. Michel allait finir. Rachel créerait une diversion, se glisserait dans le bureau et partirait en 10 minutes. Elle annulera, a dit Kyle. Et quand elle le fera, peut-être qu'elle réalisera enfin que sa vraie famille a besoin d'elle. Rachel l'a cru. Elle voulait le croire parce que si cela fonctionnait, peut-être que sa mère la choisirait enfin. Peut-être que l'argent les sauverait.
Peut-être que Kyle arrêterait de jouer et que tout irait bien. J'ai appris tout cela plus tard grâce aux témoignages, aux preuves, à partir du moment où les choix de ma fille sont devenus des documents publics. Mais le matin de la cérémonie, debout dans ce vestiaire, un jean déchiré à la main, je ne savais rien de tout cela. Je savais juste que ma fille me haïssait assez pour essayer de me détruire, et je n'avais aucune idée jusqu'où elle était déjà allée. Pendant que je choisissais des fleurs et finalisais mon discours, ma fille planifiait un crime. L'invitation est arrivée une semaine avant la cérémonie, sur du papier cartonné crème avec des lettres dorées. La Fondation communautaire de Portland invite cordialement Diane Louise Bennett à accepter le prix Cœur de la communauté. Après 15 ans à servir des repas, à plier des vêtements donnés, à s'asseoir avec des gens dans leurs moments les plus sombres, quelqu'un avait remarqué. Quelqu'un pensait que je comptais. Barbara est venue ce soir-là pour m'aider à écrire mon discours. Nous nous sommes assises à ma table de cuisine avec du café et des bloc-notes. Parle de Richard, a-t-elle suggéré, comment le bénévolat a donné un sens après la perte. Et Angela, j'ai ajouté, je veux que les gens voient ce qui est possible. Angela Martinez. Il y a 5 ans, elle était entrée à Opaven sans abri avec 2 enfants. Maintenant, elle travaillait comme gestionnaire de cas, soutenant ses enfants dans leur propre appartement. Elle avait appelé 2 semaines plus tôt en pleurant, disant qu'elle voulait prendre la parole à la cérémonie. Je dois tout à Opaven, avait-elle dit. Et je veux que les gens sachent ce que cela signifie. Barbara et moi avons répété mon discours 3 fois. 7 minutes exactement. Elle m'a aidé à choisir des bijoux, des boucles d'oreilles en perles du dernier anniversaire de Richard. Elle m'a rappelé de respirer, d'établir un contact visuel, de me souvenir que tout le monde voulait que je réussisse. 180 personnes avaient répondu. Membres de la communauté, clients du refuge, propriétaires d'entreprises, personnes dont la vie avait croisé la mienne pendant 15 ans. 3 jours avant la cérémonie, j'ai conduit ma robe au centre communautaire. Bleu marine, simple, élégant, quelque chose qui me faisait me sentir digne de monter sur une scène. Michelle Hugues, la coordinatrice du lieu, m'a rencontré à l'entrée arrière. Elle y travaillait depuis 5 ans et avait toujours été serviable lors des collectes de fonds du refuge. Je la garderai en sécurité dans mon bureau, a promis Michelle, accrochant la housse à vêtements à sa porte. Personne n'y entre sauf moi. J'ai remarqué la boîte de dons sur son bureau, en plastique transparent étiqueté « Fonds d'urgence Opaven ». Des billets de banque pliés à l'intérieur. Probablement 500 ou 600 $ de la part des membres de la communauté. Ça va aider tellement de familles, a dit Michel. Ça le fait toujours, ai-je convenu. Je ne savais pas que Rachel s'était portée volontaire pour aider à l'installation. Je ne savais pas que Michel lui avait donné une clé de rechange pour un accès plus facile. Je ne savais pas que ma fille avait déjà été à l'intérieur de ce bureau, vu ma robe, vu la boîte de dons pleine d'argent. Je suis rentrée chez moi reconnaissante. 3 jours avant la cérémonie, mon discours était prêt. Ma robe était en sécurité. Angela serait là. Barbara serait là. Tout se mettait en place. 2 jours avant la cérémonie, Rachel était au centre communautaire, marchant dans le couloir vide, vérifiant les lignes de vue, calculant le timing, s'assurant qu'elle savait où se trouvait le bureau de Michel quand le personnel partait, combien de temps elle aurait. Ce même matin, Kyle est allé à Goodwill et a acheté un jean déchiré, une chemise tachée et des chaussettes dépareillées pour 15 $. Il a ri en payant, disant à Rachel qu'ils étaient parfaits, exactement ce qu'un cas de charité porterait. Je ne savais rien de tout cela. La veille de la cérémonie, je me suis couché tôt. Je voulais être reposée, présente, prête à accepter cet honneur avec grâce. J'ai rêvé de Richard. Dans le rêve, il était assis au premier rang, souriant comme il le faisait quand il était fier. Quand je me suis réveillé à l'aube, je l'ai senti avec moi. J'ai fait du café, pris une longue douche, préparé un pantalon simple et un pull pour le trajet jusqu'au lieu, je me changerai dans ma robe là-bas dans le vestiaire quelques heures avant la cérémonie. Je n'avais aucune idée que ma robe était déjà partie. Aucune idée qu'à 21 h la veille au soir, alors que je rêvais de Richard, Rachel avait utilisé sa clé pour entrer dans le centre communautaire. Aucune idée de ce qu'elle avait fait dans le bureau de Michel, aucune idée que lorsque j'ouvrirais cette housse à vêtements ce matin, tout changerait. Je veux raconter l'histoire d'Angela avant de raconter ce qui s'est passé ensuite. Il y a 5 ans, par un froid après-midi de novembre, une femme a franchi les portes de Opaven,
portant un sac de sport d'une main et tenant 2 jeunes enfants de l'autre. Angela Martinez, 35 ans, une fille de 8 ans, un fils de 6 ans, $43 en poche, tout ce qu'elle possédait. J'étais à la réception ce jour-là. Je pouvais voir la peur dans ses yeux, la façon dont elle tenait ses enfants près d'elle, protectrice et désespérée. Son œil gauche était enflé. Une ecchymose fanée courait le long de sa mâchoire. « J'ai besoin d'aide », a-t-elle dit doucement. « Je ne sais pas où aller d'autre. » Je me suis levé, j'ai contourné le bureau, je l'ai regardé dans les yeux. « Bienvenue chez vous », ai-je dit. « Nous allons trouver une solution ensemble. » Angela avait quitté son mari 3 jours plus tôt. Des années d'abus. Je n'ai pas demandé de détails. Elle n'en a pas offert. Ce qui importait, c'est qu'elle avait finalement pris ses enfants et franchi la porte. Elle était restée chez une amie pendant 2 nuits jusqu'à ce que le propriétaire découvre les personnes supplémentaires. Maintenant, elle n'avait nulle part où aller, pas de famille à Portland, pas d'argent au-delà de ses $43, pas de travail. Elle était restée à la maison avec ses enfants pendant 8 ans. J'ai juste besoin d'un endroit sûr, m'a-t-elle dit, sa voix brisée, un endroit où il ne pourra pas nous trouver. Nous l'avons installé dans un logement d'urgence ce jour-là, une petite chambre avec 2 lits jumeaux et un lit de camp pour son fils. Salle de bain partagée dans le couloir. Pas grand-chose, mais c'était chaud et surréel. Au cours des mois suivants, j'ai vu Angela reprendre vie. Je l'ai mise en contact avec les services sociaux. L'aide juridique l'a aidée à déposer une ordonnance de restriction. Elle s'est inscrite à des cours de formation professionnelle, compétences informatiques, rédaction de CV, préparation d'entretien. Je me suis assise avec elle et je l'ai aidée à rédiger son tout premier CV. Le plus difficile était la garde d'enfants. Angela ne pouvait pas travailler sans quelqu'un pour s'occuper de ses enfants, mais la garderie coûtait de l'argent qu'elle n'avait pas. Heureusement, Hope Haven avait un partenariat avec une organisation à but non lucratif locale qui offrait une garde d'enfants subventionnée aux familles en crise. 6 mois après avoir franchi nos portes, Angela a obtenu son premier emploi, réceptionniste dans une clinique médicale. 15 $ de l'heure, a-t-elle pleuré dans mon bureau quand elle a reçu l'offre. Je n'ai pas gagné mon propre argent depuis presque une décennie, a-t-elle dit, les larmes coulant sur son visage. J'ai oublié ce que ça faisait d'avoir de la valeur. Tu as toujours eu de la valeur, lui ai-je dit. Maintenant, tu vas le prouver à toi-même. 2 ans après ce jour de novembre, Angela a emménagé dans son propre appartement. Une chambre, qu'elle partageait avec sa fille. Son fils dormait sur un canapé-lit dans le salon. Mais c'était chez elle. Son nom sur le bail, sa clé à la main, ses enfants s'épanouissaient. Bonne note, nouveaux amis, thérapie pour les aider à guérir de ce qu'ils avaient vu. Angela a gravi les échelons. De la réception aux dossiers médicaux, des dossiers médicaux à la gestion de bureau. Elle était intelligente, fiable, déterminée. Les gens l'ont remarqué. 3 ans après ce froid après-midi de novembre, il y a 2 ans maintenant, Angela est devenue elle-même gestionnaire de cas dans une organisation de services familiaux. 45 000 $ par an, assurance maladie, congés payés, une stabilité qu'elle n'avait jamais imaginée possible. Elle aidait d'autres femmes qui franchissaient les portes comme elle l'avait fait. Effrayées, sans le sou, désespérées que quelqu'un les considère comme dignes d'être sauvées. Le mois dernier, Angela m'a appelé. Diane, j'ai entendu parler du prix du cœur de la communauté. Je veux être là. Je veux dire quelque chose. Angela, bien sûr. Mais je ne suis qu'une personne. Non. Sa voix était ferme. Tu es la personne qui m'a regardé dans les yeux il y a 5 ans et m'a dit, bienvenue chez toi. Qui n'a pas vu un cas de charité ou une statistique, qui a vu une personne qui valait la peine d'être investie. Je n'ai pas discuté. Les gens avaient besoin de dire merci. Cela faisait partie de leur guérison, de leur clôture. Qu'est-ce que tu veux dire, ai-je demandé. Je veux dire aux gens ce que la dignité signifie vraiment. Que ce n'est pas ce qu'il y a dans votre compte bancaire ou les vêtements que vous portez. C'est d'être traité comme si vous comptiez. Comme si vous méritiez qu'on se montre pour vous. J'ai souri. C'est magnifique, Angela, et parfait. Ce qu'Angela ne savait pas, c'est que je prévoyais de raconter son histoire dans mon discours aussi, pour montrer à toutes les personnes présentes dans cette salle ce qui était possible lorsque nous choisissions d'investir dans les gens au lieu de les ignorer.
Angela n'avait aucune idée que son message, selon lequel la dignité n'est pas une question de vêtements, allait devenir quelque chose que je prouverais de la manière la plus littérale et inattendue. Ce soir-là, je me tiendrais sur une scène en jean déchiré et chemise tachée, non par choix, mais parce que ma fille volerait ma robe et me laisserait sans rien d'autre. Angela me verrait marcher dans l'allée en haillons. Et elle comprendrait à ce moment-là que la dignité ne concerne vraiment pas ce qui nous couvre. Il s'agit de ce que nous sommes à l'intérieur. Mais avant que cette nuit n'arrive, il y avait encore une chose qui devait se passer. Quelque chose que je n'apprendrai que bien plus tard. Quelque chose que ma fille planifiait dans l'obscurité. La veille de la cérémonie, alors que je dormais paisiblement à la maison, ma fille a commis plusieurs crimes. Je n'apprendrai ce qui s'était passé que des semaines plus tard grâce aux rapports de police, aux images de sécurité, aux témoignages de Michel et aux propres aveux de Rachel pendant le procès. Mais je dois le raconter maintenant pour que le reste ait un sens. 21h. Rachel s'est garée à 2 pâtés de maison du centre communautaire. Kyle est resté sur le siège passager, envoyant des instructions comme un entraîneur appelant des jeux. Rachel a utilisé la clé de rechange que Michel lui avait donnée pour les préparatifs de bénévolat. L'entrée arrière. Pas d'alarme. Michel était encore à l'intérieur, finissant les préparatifs du week-end. Rachel a envoyé un SMS à Kyle. Elle est ici dans son bureau. Kyle, sors là. 5 minutes. Rachel a frappé à la porte du bureau de Michel. Elle a pris un air inquiet. Michel, je crois qu'il y a une fuite d'eau dans la réserve. Michel s'est levé immédiatement. Montre-moi. Elles ont marché jusqu'à l'autre bout du bâtiment. Rachel a montré une tache humide près de la fontaine à eau où elle avait renversé une bouteille plus tôt. Juste de la condensation, a dit Michel soulagé. Je ferai venir l'entretien lundi. Laisse-moi vérifier à l'étage pour être sûr, a insisté Rachel. Michel s'est dirigé vers les escaliers. Rachel est retournée directement au bureau. Là où sa vêtement était accroché à la porte, mon nom sur l'étiquette. Rachel l'a dézippé. À l'intérieur se trouvait la robe bleu marine que j'avais économisée pendant 3 mois pour l'acheter. Elle a envoyé un SMS à Kyle. Je ne peux pas faire ça. Kyle, vérifie la boîte de dons. Sur le bureau de Michel, un conteneur en plastique transparent étiqueté « Fonds d'urgence au Pavane ». De l'argent visible à l'intérieur, des billets de 20, 50, 1 et 5 $ de membres de la communauté. Rachel l'a ouvert, a compté. 517 $. Kyle a envoyé un SMS, prends-le. Nous en avons plus besoin. Rachel a pris 500 $, a laissé 17 $ au fond, a fourré l'argent dans son sac à dos. Kyle, maintenant détruis la robe. Rachel a sorti la robe du sac, a trouvé des ciseaux dans le tiroir de Michel. Elle a hésité, plus tard elle témoignerait de ce moment, comment elle a failli s'arrêter. Presque. Elle a coupé les manches, le corsage, la jupe en ruban, de longues entailles jusqu'à ce que la robe soit en morceaux, inutilisable, détruite. Elle a fourré le tissu abîmé dans son sac à dos. Plus tard, elle le cacherait dans son placard à la maison, ayant l'intention de le jeter, mais ne le faisant jamais vraiment. De son sac à dos, elle a sorti des vêtements de friperie que Kyle avait achetés ce matin-là. Un jean déchiré, une chemise tachée, des chaussettes dépareillées. Elle les a placés dans la housse à vêtements où ma robe avait été. Puis elle a écrit la note, ces haillons sont plus appropriés que n'importe quelle robe. Certaines personnes ne peuvent pas cacher ce qu'elles sont vraiment, peu importe à quel point elles font semblant. Félicitations pour le prix. Elle l'a placé sur le dessus des chiffons, a fermé le sac, l'a raccroché à la porte. Pas. Michel est apparu. Rachel, qu'est-ce que tu fais ici? Rachel a tourné son sac à dos sur une épaule. Je pars juste. Les yeux de Michel sont allés vers le sac à dos. Quelque chose n'allait pas. Quelqu'un m'a vu ce soir, a demandé Rachel. Quoi? Quelqu'un m'a vu ici? Non, mais, la voix de Rachel est devenue froide. Les mots de Kyle sortant de sa bouche. Demain, quelque chose va arriver à ma mère. Je n'étais jamais là. Si quelqu'un demande, je dirais que peut-être quelqu'un a pris la clé de ma voiture. Peut-être quelqu'un qui travaille ici. Ta parole contre la mienne. Michel a reculé. Mon téléphone enregistre. Rachel a menti. Si cela sort,
je l'éditerai. Je ferai en sorte que ça sonne comme ton idée. Comme si peut-être quelqu'un de jaloux voulait tout gâcher. Le visage de Michel est devenu pâle. Rachel est sortie, a rencontré Kyle à la voiture. 500 en espèces, robe détruite, a-t-elle dit en lui tendant le sac à dos. Kyle a souri, a compté l'argent. Parfait. Demain, elle sera trop humiliée pour se montrer. Elle rendra la subvention. Puis elle nous aidera. Rachel a regardé par la fenêtre, se sentant vide. Elle mérite ça, a-t-elle murmuré, se convainquant elle-même. Après tout. Ce coquin de ne savait, ce que Rachel n'apprendrait pas avant que la police ne frappe à leur porte, c'est que le centre communautaire avait des caméras de sécurité dans chaque couloir, y compris celui devant le bureau de Michel. Le lendemain matin, je me réveillerai excitée, prête, reconnaissante pour la journée à venir. Je n'avais aucune idée de ce que ma fille avait fait dans l'obscurité. 16 heures, 2 heures avant la cérémonie. De 10 heures ce matin-là jusqu'à 15 heures l'après-midi, Barbara et moi n'étions pas restés inactives. Nous avions travaillé avec la sécurité du centre communautaire pour récupérer les images des caméras. Nous avions rencontré Michel en privé pour la rassurer et recueillir sa déclaration écrite. Nous avions contacté mon avocat et soumis des preuves préliminaires aux organisateurs de l'événement. À 15 heures, après avoir examiné les images de sécurité avec mon avocat, j'avais passé un appel à la police de Portland. J'avais signalé le vol, l'effraction, les preuves, mais j'avais fait une demande. Je leur avais demandé d'attendre. Je dois faire cela publiquement. J'ai dit à l'officier, je dois que ma fille entende la vérité devant la communauté devant laquelle elle a tenté de m'humilier. Après mon discours, je vous donnerai le signal. Ensuite, vous pourrez procéder à l'arrestation. L'officier a hésité, puis a accepté. 2 détectives en civil étaient postés à l'extérieur du centre communautaire à 17 heures, attendant mon appel. À 16 heures, quand tout a été légalement documenté, nous nous sommes finalement tournés vers l'étape la plus importante, me préparer à porter cette tenue spéciale sur scène. Barbara se tenait dans l'embrasure de la porte du vestiaire, les bras croisés, me regardant étaler le jean déchiré et la chemise à carreaux délavés sur le comptoir. « Es-tu sûr de ça ?» a-t-elle demandé. Je l'ai regardé dans le miroir. Je n'ai jamais été aussi sûr de rien. Elle a hoché la tête lentement. Alors faisons en sorte que tu sois inoubliable. Mais d'abord, nous avions encore une chose à vérifier. La boîte de dons de Opaven. Elle était gardée dans le bureau de Michel, une boîte en acrylique transparent étiquetée « Fonds d'urgence Opaven ». Les gens y déposaient de l'argent tout au long de la semaine, et je les ramassais tous les lundis. Barbara et moi avons descendu le couloir jusqu'au bureau de Michel. La boîte était sur l'étagère. Je l'ai soulevée. Elle était presque vide. Je l'ai ouverte et j'ai compté les billets à l'intérieur. 17 $. Mon estomac s'est noué. Il devrait y avoir plus de 500 $ ici, ai-je dit. La mâchoire de Barbara s'est serrée. Appelle Michel. Je l'ai fait. Michel a répondu au deuxième coup de sonnerie. Diane. Michel, la boîte de dons. Combien y avait-il dedans hier? Il y a eu une longue pause. Je ne sais pas. Michel. Sa voix s'est brisée. Rachel est venue à mon bureau hier soir. Elle a dit que si je disais quoi que ce soit, elle s'assurerait que je perde mon emploi. Elle a dit que personne ne me croirait. J'ai fermé les yeux. Combien a-t-elle pris? J'ai compté il y a 2 jours. Il y avait 517 $. 517 $. Des dons de personnes qui voulaient aider des familles à payer leur loyer, à acheter des provisions, à garder les lumières allumées. Rachel avait tout volé. Merci de me l'avoir dit, ai-je dit. Nous allons nous en occuper. J'ai raccroché. Barbara m'a regardé. C'est du vol. Du grand vol. Je sais. Et la police attend dehors votre signal. Je sais. Nous sommes restés là un instant, la boîte de dons vide entre nous. Puis Barbara a redressé ses épaules. Préparons-toi. Nous sommes retournés au vestiaire. Barbara m'a aidé à enfiler le jean, épinglant la taille pour qu'il ne tombe pas. Elle a retroussé les manches de la chemise à carreaux et a rentré le devant soigneusement. Elle m'a tendu les chaussettes dépareillées. Celle-ci reste, a-t-elle dit.
Elles font partie de l'histoire. Puis elle m'a coiffé. Elle a remonté mes cheveux en un chignon bas et élégant. Elle a glissé un gardénia blanc derrière mon oreille, une fleur du bouquet destinée au podium des récompenses. Elle a fait mon maquillage, naturel, éclatant, digne. Et enfin, elle m'a tendu les boucles d'oreilles en perles que Richard m'avait offertes pour notre 20e anniversaire. Je les ai mises. Je me suis regardé dans le miroir. Un jean déchiré, une chemise délavée, des chaussettes dépareillées, des chaussures plates noires et une fleur blanche dans mes cheveux. Barbara se tenait derrière moi, les yeux humides. « Tu ressembles à une reine », a-t-elle dit. J'ai souri. Je ressemble à toutes les personnes que j'ai jamais servies. J'ai glissé la note dans ma poche. Preuve. À 17h55, Barbara a vérifié sa montre. C'est l'heure. J'ai pris une inspiration. Nous avons marché ensemble jusqu'aux portes du grand hall. J'ai pu entendre le murmure des voix à l'intérieur. 180 personnes attendaient. Dehors, 2 détectives étaient assis dans une voiture banalisée, attendant mon appel. Barbara m'a serré la main. Prête ? J'ai hoché la tête. Allons leur montrer ce que la dignité signifie vraiment. Les portes se sont ouvertes. Les portes se sont ouvertes. Je suis entré dans le grand hall. La foule est devenue silencieuse. 180 personnes se sont tournées pour regarder. Près du devant, Angela Martinez s'est à moitié levée de son siège, le visage frappé d'inquiétude. Elle semblait prête à se précipiter à mes côtés, mais j'ai légèrement levé la main, juste assez pour qu'elle me voie. Un petit geste qui disait « Je vais bien. Fais-moi confiance ». Elle s'est assise lentement, les mains serrées, ses yeux suivant chacun de mes pas avec une profonde compréhension. J'ai descendu l'allée centrale en jean déchiré, chemise à carreaux délavés et chaussettes dépareillées. Mes cheveux étaient remontés en un chignon élégant. Un gardénia blanc était glissé derrière mon oreille. Des boucles d'oreilles en perles, celles que Richard m'avait offertes pour notre 20e anniversaire, scintillaient sous les lumières. Le silence était assourdissant. Puis les murmures ont commencé. C'est quoi qu'elle porte ? Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai continué à marcher. Au 3e rang, j'ai vu Rachel. Son visage était pâle, ses yeux grands ouverts sous le choc. Rachel était assise là, arrogante et aveugle. Elle croyait que Michel était trop terrifié pour la dénoncer. Elle croyait que moi, une mère qui a toujours soigné les apparences, préférerait simuler une maladie et me cacher à la maison plutôt que de me présenter en haillons comme ça. Elle était venue assister à mon humiliation, sans jamais imaginer qu'elle était assise là à attendre sa propre arrestation. À côté d'elle, le visage de Kyle s'est tordu en un sourire narquois. Il s'est penché et lui a chuchoté quelque chose. Elle n'a pas répondu. Barbara marchait 3 pas derrière moi, le menton haut, ses yeux défiant quiconque de dire un mot. J'ai atteint le devant de la salle. La scène était décorée de roses blanches et de verdure. Un podium se tenait au centre. Derrière, une bannière indiquait « Prix du cœur de la communauté en l'honneur de Diane Louise Bennett ». Robert James Anderson, l'animateur de la soirée, se tenait près du podium. Son visage était devenu pâle. Il me regardait fixement, la confusion et le choc inscrits sur son expression. J'ai monté les marches jusqu'à la scène. La foule était toujours silencieuse. Robert s'est vite ressaisi. C'est un professionnel. Il avait animé des dizaines d'événements comme celui-ci, mais je pouvais voir les questions dans ses yeux. Il s'est avancé et m'a serré la main. « Diane » a-t-il dit doucement. « Et tout va bien ?» J'ai souri. Tout est exactement comme ça devrait être. Il a hésité. Puis il a hoché la tête et s'est écarté. J'ai marché jusqu'au podium. 180 visages me regardaient. Certains avaient l'air confus. Certains avaient l'air préoccupés. Certains avaient l'air mal à l'aise. Au 3e rang, Rachel était figée. Ses mains serraient les accoudoirs de sa chaise. J'ai ajusté le microphone. « Bonsoir », ai-je dit. « Merci à tous d'être ici ce soir. » Ma voix était stable, calme, claire. Je sais que mon apparence ce soir pourrait être inattendue. Quelques rires nerveux ont parcouru la foule, mais je veux vous raconter une histoire. Une histoire de dignité, de service,
de ce que cela signifie vraiment de se montrer pour les gens. J'ai mis la main dans ma poche et j'ai sorti la note pliée. Ce matin, j'ai ouvert ma housse à vêtements et j'ai découvert que ma robe, celle que j'avais économisée pendant 3 mois pour l'acheter, avait disparu. La salle est redevenue silencieuse. À sa place, j'ai trouvé un jean déchiré, une chemise tachée, des chaussettes dépareillées, et cette note. Je l'ai dépliée et je l'ai brandie. La note venait de ma fille, Rachel. Des murmures ont parcouru la foule. J'ai regardé directement Rachel, et je vais vous la lire maintenant. Le visage de Rachel est devenu blanc. Ses haillons sont plus appropriés que n'importe quelle robe. Certaines personnes ne peuvent pas cacher ce qu'elles sont vraiment, peu importe à quel point elles font semblant. Félicitations pour le prix. Les murmures ont éclaté, les têtes se sont tournées, les gens ont montré du doigt. Rachel a essayé de se lever, mais Robert était déjà entré dans l'allée, lui bloquant le chemin. Rachel, a-t-il dit calmement, je pense que ta mère a quelque chose de plus à te dire. J'ai regardé ma fille, et j'ai souri. Laissez-moi vous expliquer. J'ai sorti la note de ma poche et je l'ai brandie. Avant de commencer, ai-je dit, je veux partager quelque chose avec vous tous. La pièce est redevenue silencieuse. J'ai déplié le papier lentement, mes mains fermes. Ce matin, j'ai trouvé cette note dans ma housse à vêtements où ma robe aurait dû être. Je l'ai lue à haute voix. Ces haillons sont plus appropriés que n'importe quelle robe. Certaines personnes ne peuvent pas cacher ce qu'elles sont vraiment, peu importe à quel point elles font semblant. Félicitations pour le prix. Les murmures ont commencé immédiatement, bas, incertains, confus. J'ai laissé les mots s'installer. Puis j'ai levé les yeux. Ma fille Rachel a écrit ça. Des murmures ont parcouru la foule. Au 3e rang, Rachel s'est levée d'un bond. Son visage était devenu blanc. Asseyez-vous, ai-je dit doucement. Elle n'a pas bougé. Kyle l'a attrapée par le poignet et l'a tirée sur son siège. J'ai plié la note et je l'ai glissée dans ma poche. Hier soir, Rachel s'est introduite par effraction dans le centre communautaire. Elle a détruit la robe que j'avais économisée pendant 3 mois pour acheter. Elle l'a remplacée par un jean déchiré et une chemise tachée. Et puis elle m'a laissé cette note. Les murmures sont devenus plus forts. Colère, confusion, choc. J'ai gardé ma voix calme. Rachel a toujours cru que je me souciais plus des étrangers que de ma propre famille. J'ai fait une pause. Et elle a raison. La salle est devenue silencieuse. Je me soucie plus des gens que je sers que d'une fille qui volerait des familles sans abri. Le visage de Rachel s'est froissé. La mâchoire de Kyle s'est serrée. J'ai pris une inspiration parce qu'hier soir, Rachel n'a pas seulement détruit ma robe. Elle a aussi volé $500 en espèces à la boîte de dons de Hopaven dans le bureau en bas. La foule a éclaté. Les voix se sont élevées, les chaises ont grincé. Quelqu'un a crié « non ». J'ai levé la main et le bruit a diminué. Cet argent ne m'appartenait pas. Il n'appartenait pas à Rachel. Il appartenait à des donateurs qui faisaient confiance à Hopaven pour aider des familles à payer leur loyer d'urgence. Des familles qui sont à un avis d'expulsion de dormir dans leur voiture. Ma voix était stable, mais mon cœur battait la chamade. Rachel pensait qu'elle pouvait m'humilier en me forçant à porter des haillons devant vous tous. Elle pensait que la honte me briserait. J'ai regardé la mère de visage. Certains pleuraient, d'autres restaient figés, stupéfaits. Mais voici ce que Rachel ne comprend pas. J'ai fait un geste vers mon jean déchiré, ma chemise à carreaux trop grande, les chaussettes dépareillées qui dépassaient des revers. Vous ne pouvez pas humilier quelqu'un qui refuse d'avoir honte. Les applaudissements ont commencé doucement. Une personne, puis 2, puis une vague. J'ai levé la main à nouveau. Je n'ai pas honte de ces vêtements parce que ces vêtements représentent les gens que j'ai servis pendant 15 ans. Des gens qui franchissent les portes de Hopaven avec rien d'autre que le jean déchiré sur le dos. Des gens qui ont été jugés, rejetés et ignorés parce que la société a décidé de leur valeur en fonction de ce qu'ils portaient. Ma voix s'est légèrement brisée, mais j'ai continué. J'ai porté cela ce soir parce que la dignité ne concerne pas les robes de créateurs ou les bijoux coûteux. La dignité consiste à se montrer. Il s'agit de voir les gens, de les voir vraiment et de dire « vous comptez ». Vous avez votre place. Vous êtes digne d'amour et de respect, peu importe ce que vous portez.
La standing ovation a commencé lentement au début, puis est devenue tonitruante. Barbara était debout, les larmes coulant sur son visage. Angela Martinez, assise près du devant, s'est couverte la bouche des deux mains, les yeux grands ouverts de reconnaissance. J'ai attendu que les applaudissements se calment. Il y a 5 ans, une femme est entrée à Opaven avec 2 enfants et $43 à son nom. Elle fuyait un mari violent. Elle n'avait pas d'emploi, pas de maison, pas de plan, juste de l'espoir. J'ai souri, et elle est ici ce soir. Angela s'est levée. Ses mains tremblaient. Voici Angela Martinez, et je veux qu'elle vous dise ce que la dignité signifie vraiment. Angela s'est levée lentement, ses mains tremblant sur les côtés. La salle s'est tournée pour la regarder. J'ai souri et je lui ai fait signe d'avancer. Il y a 5 ans, ai-je dit, ma voix stable. Angela est entrée à Opaven avec 2 enfants et $43. Elle fuyait un mari violent. Elle n'avait pas d'emploi, pas de maison, pas de plan. Angela s'est frayé un chemin jusqu'à l'allée, ses pas hésitants. La foule a regardé en silence. Elle portait un jean déchiré et une veste tachée, le genre de vêtements que Rachel appellerait des haillons. J'ai fait une pause, regardant le public. Mais je n'ai pas vu des haillons. J'ai vu une mère qui se battait pour protéger ses enfants. J'ai vu du courage. J'ai vu de la dignité. Angela a atteint l'avant de la salle. Ses yeux étaient humides de larmes. Angela, ai-je dit doucement. Voudrais-tu venir ici? Elle a monté les marches de la scène. Je lui ai pris la main. Voici Angela Martinez, ai-je dit à la foule. Il y a 5 ans, elle n'avait rien. Aujourd'hui, elle est gestionnaire de cas. Elle élève 2 enfants incroyables. Elle est maîtresse de sa vie. Les applaudissements ont commencé doucement au début, puis se sont amplifiés. Angela s'est tournée vers moi, la voix brisée. Je ne savais pas que c'était toi qui étais honorée ce soir, Diane. Je lui ai serré la main. Quand je suis entré et que je t'ai vu porter ses vêtements, elle a fait un geste vers mon jean déchiré et ma chemise délavée. J'ai compris. Elle s'est tournée vers le public. Elle vous montre ce que la dignité signifie vraiment. Ce n'est pas ce que vous portez. C'est ce que vous êtes. Angela a levé la main et a retiré le châle bleu marine de ses épaules. Elle me l'a tendu, ses mains tremblantes. Tiens, a-t-elle murmuré. S'il te plaît, couvre-toi. J'ai regardé le châle, puis Angela, puis la foule. Garde-le, Angela, ai-je dit doucement. Je n'ai pas besoin de ça. Je l'ai serré dans mes bras. Les applaudissements ont éclaté, tonitruants, bouleversants, une ovation debout qui a fait trembler les murs. Quand je l'ai relâché, Angela s'est tournée vers le public, sa voix plus forte maintenant. Diane m'a sauvé la vie, a-t-elle dit. Elle l'a fait avec des vêtements d'occasion, des repas gratuits et du respect. Du vrai respect, celui qui voit une personne, pas un problème. Sa voix s'est brisée, mais elle a continué. Quand je suis entré à Opaven, je pensais que je ne valais rien. Je pensais que mes enfants et moi étions invisibles. Mais Diane m'a regardé dans les yeux et m'a dit, « Bienvenue chez vous. Trouvons une solution ensemble. » Angela a essuyé ses larmes. Elle m'a aidé à trouver un logement d'urgence. Elle m'a mis en contact avec l'aide juridique pour que je puisse déposer une ordonnance de restriction. Elle a trouvé une garde d'enfants pour que je puisse travailler. Elle m'a donné des vêtements pour les entretiens et a pratiqué avec moi jusqu'à ce que je me sente en confiance. La foule était silencieuse maintenant, suspendue à chaque mot. 2 ans plus tard, j'avais mon propre appartement. 3 ans après cela, je suis devenu moi-même gestionnaire de cas. Maintenant, j'aide d'autres femmes qui sont exactement là où j'étais il y a 5 ans. Angela m'a regardé, sa voix stable. Si vous jugez Diane par ses vêtements ce soir, vous avez manqué tout le sens. Elle s'est tournée vers le public. La dignité n'est pas une robe. Ce n'est pas un titre. Ce n'est pas de l'argent. La dignité, c'est de se montrer pour les gens quand le monde leur a tourné le dos. La dignité, c'est de dire, vous comptez. Vous êtes vu. Vous êtes digne. Les applaudissements ont recommencé plus fort cette fois. Angela a reculé et je me suis dirigé vers le podium. Robert James Anderson s'est approché du côté de la scène, portant une plaque en bois avec une gravure en laiton, le prix du cœur de la communauté.
Il me l'a tendu, ses yeux lisants, Diane Louise Bennett, a-t-il dit, la voix chargée d'émotion. C'est mon honneur de vous remettre le prix du cœur de la communauté de cette année. J'ai pris la plaque, le poids de celle-ci solide dans mes mains. J'ai regardé la foule, Angela se tenant à mes côtés, Barbara, les larmes coulant sur son visage, les 180 personnes qui étaient venues ce soir, s'attendant à une célébration, et qui avaient été témoins de quelque chose de bien plus réel. Et au troisième rang, j'ai vu Rachel. Son visage était pâle, ses yeux grands ouverts sous le choc. Kyle était assis rigidement à côté d'elle, la mâchoire serrée. J'ai brandi la plaque. Ce prix ne m'appartient pas, ai-je dit. Il appartient à toutes les personnes qui ont été rejetées à cause de leurs circonstances. Chaque personne à qui on a dit qu'elle n'avait pas d'importance. Chaque personne qui a été jugée par ce qu'elle porte au lieu de ce qu'elle est. J'ai fait une pause. Et maintenant, ai-je dit, ma voix baissant. Il y a des conséquences qui doivent être abordées. La salle est redevenue silencieuse. J'ai regardé directement Rachel parce que ce soir, il ne s'agit pas seulement de célébrer la dignité. Il s'agit aussi de responsabilité. Si vous êtes toujours là, laissez un commentaire et faites-moi savoir que vous êtes avec moi. Parce que ce qui se passe ensuite, c'est le moment où tout a explosé. Si vous étiez à ma place, debout sur cette scène, regardant votre fille essayer de s'enfuir, la laisseriez-vous partir ou la feriez-vous face aux conséquences? Dites-le moi dans les commentaires. Et un rappel rapide, la suite de cette histoire contient des éléments dramatisés. Si ce n'est pas votre préférence, n'hésitez pas à vous arrêter ici. Mais si vous voulez voir comment tout cela s'est déroulé, restez avec moi. Les applaudissements résonnaient encore quand Rachel se leva brusquement et se tourna vers la sortie. Robert James Anderson s'avança dans l'allée, lui bloquant le chemin. « Rachel, dit-il calmement. Je pense que ta mère a quelque chose de plus à te dire. » Kyle se leva d'un bond. « Allons-y, siffla-t-il. C'est une affaire de famille. » Barbara se leva de son siège près du devant. « En fait, dit-elle, c'est une affaire pour la police, et ils sont déjà là. » Un murmure parcourut la foule. J'ai sorti mon téléphone de ma poche et j'ai composé le numéro que j'avais enregistré cet après-midi-là. « Nous sommes prêts, ai-je dit doucement. » La foule devint silencieuse. 180 personnes se tournèrent pour regarder. Je m'avançai, tenant toujours le microphone. « Rachel, dis-je, voudrais-tu expliquer ce qui s'est passé hier soir ?» Le visage de Rachel devint blanc. Barbara brandit son téléphone. Michel Hughes a fait une déclaration, dit-elle. Rachel a utilisé une clé de rechange pour accéder au bureau hier soir. Elle a volé $500 à la boîte de dons de Hopaven. Des murmures parcoururent la pièce. Michel se leva lentement de son siège près du fond, ses mains tremblantes. Rachel m'a menacé, dit Michel, la voix brisée. Elle a dit que personne ne me croirait, mais je ne peux plus me taire. Robert se tourna vers Kyle et Rachel. Le centre communautaire dispose de caméras de sécurité, dit-il. Tout a été enregistré. Le visage de Kyle se tordit de rage. C'est ridicule, cria-t-il. Il s'élança et poussa violemment Robert dans la poitrine. Robert trébucha en arrière et s'écrasa contre une table, serrant son épaule. La pièce éclata. 3 hommes du public se précipitèrent et maîtrisèrent Kyle. La police est déjà là, cria quelqu'un. Les portes à l'arrière du hall s'ouvrirent. 2 détectives en civil entrèrent, suivis de 2 policiers en uniforme. Ils attendaient dehors depuis 17 heures, attendant mon signal. Maintenant, ils étaient là. Un officier s'approcha de Kyle, qui était toujours retenu par les 3 hommes. « Monsieur, j'ai besoin que vous vous calmiez. » Kyle tenta de se dégager. L'officier lui passa les menottes derrière le dos. Le 2e officier se tourna vers Rachel. « Madame, vous êtes en état d'arrestation pour cambriolage, vol, destruction de biens et intimidation de témoins. » Les genoux de Rachel fléchirent. Elle sanglota tandis que l'officier lui lisait ses droits. Barbara s'approcha des officiers, tenant un dossier. « J'ai des preuves, dit-elle. La déclaration écrite de Michel Hughes, des photos de la boîte de dons, la note laissée par Rachel et les images de sécurité du centre communautaire montrant Rachel entrant dans le bâtiment hier soir à 21 h. Elle tendit le dossier à l'un des officiers.
L'officier hocha la tête. Nous aurons besoin des déclarations de toutes les personnes qui ont été témoins de l'agression ce soir, et nous aurons besoin que mademoiselle Bennett se rende au poste demain pour déposer une plainte formelle. Il se tourna vers moi. Madame, pouvez-vous faire cela? J'ai hoché la tête. J'y serai. Kyle et Rachel ont été emmenés menottés. Rachel m'a regardé en arrière, le visage strié de larmes. Maman, a-t-elle étouffé? Je n'ai pas répondu. Les portes se sont refermées derrière eux. La pièce était silencieuse. 6 mois plus tard, j'étais assise dans une salle d'audience. 6 mois plus tard, j'étais assise dans une salle d'audience au tribunal du comté de Multnomah à Portland. Le processus avait été long. Arrestation, enquête, accusation déposée, négociation de plaidoyer, et maintenant la sentence. Rachel était assise à la table de la défense dans une combinaison orange, les mains croisées sur ses genoux. Son avocat était assis à côté d'elle, mélangeant des papiers. Kyle était assis à une table séparée avec son propre avocat. Son procès viendrait plus tard. Il avait refusé l'accord de plaidoyer. Les accusations contre Rachel ont été lues à haute voix. Cambriolage au 2e degré, vol au 2e degré, méfait criminel au 1er degré, intimidation de témoins. Le procureur s'est levé. Votre honneur. Elle a dit que l'accusée s'était introduite par effraction dans le centre communautaire la nuit où sa mère était honorée pour 15 ans de service bénévole. Elle a volé $500 en espèces dans une boîte de dons destinée aux familles sans abri. Elle a détruit la robe de sa mère, une robe que Bennett avait économisée pendant 3 mois pour acheter, et elle a menacé un témoin pour couvrir ses crimes. Le procureur a fait une pause. Ce n'était pas une erreur. C'était calculé et la victime était une femme qui a passé sa vie à servir les membres les plus vulnérables de notre communauté. Le juge a hoché la tête et s'est tourné vers moi. Mademoiselle Bennett, voudriez-vous faire une déclaration d'impact de la victime? Je me suis levé. Oui, votre honneur. J'ai marché jusqu'au podium, mes mains fermes. Rachel est ma fille, ai-je dit. Pendant 32 ans, je l'ai aimée inconditionnellement. Mais la nuit où j'ai été honoré pour avoir servi ma communauté, elle a volé des familles pauvres. Elle a détruit ma propriété. Elle a menacé une femme innocente. J'ai regardé Rachel. Elle pleurait. Ce n'était pas une erreur. J'ai dit, c'était un choix. Je ne demande pas la miséricorde. Je demande la justice. Je me suis assise. Michelle Hughes a été appelée à témoigner ensuite. Elle a décrit la menace de Rachel. Sa voix tremblait, mais elle n'a pas vacillé. Puis Rachel a eu la chance de parler. Elle s'est levée, la voix brisée. Maman, je suis tellement désolée, a-t-elle dit. Kyle m'a manipulé, mais j'ai fait mes propres choix. Je ne mérite pas le pardon. Je n'ai pas répondu. Le juge a regardé Rachel pendant un long moment. Mademoiselle Stevens. Le juge a dit, vous avez plaidé coupable de cambriolage, de vol, de méfaits criminels et d'intimidation. Ce sont des crimes graves. Vous avez ciblé votre propre mère. Vous avez volé une organisation caritative. Vous avez menacé un témoin. Le juge a fait une pause. Je vous condamne à 18 mois au centre correctionnel de Coffee Creek, suivi de 3 ans de probation. Vous paierez une restitution d'un montant de $1 475, $500 pour les fonds de dons volés, $475 pour la robe détruite et $500 en compensation de la victime et en frais de justice. Et il vous est interdit de contacter votre mère, Michelle Hughes, ou tout membre du personnel ou bénévole de Hope Haven. Les épaules de Rachel se sont affaissées. Elle a été emmenée menottée. 3 semaines plus tard, le procès de Kyle a commencé. Les images de sécurité ont été diffusées au tribunal. Plus de 30 témoins ont témoigné de l'agression de Robert James Anderson par Kyle. La robe détruite a été présentée comme preuve. Elle avait été retrouvée dans l'appartement de Rachel et Kyle lors d'une perquisition. Le jury a délibéré pendant 3 heures. Coupable. Sur tous les chefs d'accusation, le juge a condamné Kyle à 4 ans de prison à l'Oregon State Penitentiary, suivi de 2 ans de probation, d'une restitution conjointe avec Rachel, et d'une ordonnance de non-contact permanente. Après le procès, la robe détruite m'a été rendue. J'ai tenu les morceaux de tissu bleu marine dans mes mains. Elle ne pouvait pas être réparée, mais je l'ai gardée.
Dans le mois qui a suivi la condamnation, Opaven a reçu plus de 30 000 $ de dons. 15 nouveaux bénévoles se sont inscrits. Angela m'a trouvé un après-midi au refuge. Tu as fait ce qu'il fallait, a-t-elle dit. J'ai hoché la tête. J'aime ma fille, ai-je dit. Mais j'aime ma communauté plus. Rachel a purgé 18 mois, puis elle a été libérée dans un monde qui ne l'a pas accueillie. Pendant 18 mois, Rachel est restée dans une cellule au centre correctionnel de Coffee Creek, et je ne lui ai rendu visite aucune fois. Je n'ai pas appelé. Je n'ai pas écrit. L'ordonnance de non-contact m'a donné des motifs légaux. Mais la vérité est que je ne voulais pas. Je n'avais rien à lui dire. Mais des années plus tard, Rachel m'a raconté comment ces 18 mois s'étaient déroulés. La première semaine a été la plus difficile. Elle était seule, isolée, coupée de tout ce qu'elle avait jamais connu. Elle a essayé de m'appeler 2 fois. Les appels ont été bloqués. Elle s'est endormie en pleurant toutes les nuits. À la fin du premier mois, elle avait été affectée à la blanchisserie de la prison. Le travail était monotone, plier des draps, trier des uniformes, faire fonctionner des machines à laver industrielles. Elle gagnait 25 $ par mois. Elle a également commencé une thérapie avec le Dr Shaw, le psychologue de la prison. Au début, Rachel blâmait tout le monde sauf elle-même. Elle m'a blâmé. Elle a blâmé Kyle. Elle a blâmé le système. Mais le Dr Shaw ne l'a pas laissé se cacher. Tu as fait des choix. Le Dr Shaw a dit, parlons du pourquoi. Lentement, Rachel a commencé à voir la vérité. La mort de son père l'avait brisée. Elle n'avait jamais fait son deuil correctement. Elle avait transformé sa douleur en colère. Colère contre moi pour avoir avancé, pour avoir fait du bénévolat, pour avoir trouvé un sens en dehors de notre famille. Elle avait été jalouse. Elle s'était sentie abandonnée. Et Kyle avait vu cette vulnérabilité et l'avait exploitée. Des lettres de Kyle ont commencé à arriver au 2e mois. Elles étaient pleines de manipulations. Il la blâmait pour tout. Il a dit qu'elle avait ruiné sa vie. Rachel n'a pas répondu. Au 6e mois, quelque chose avait changé. Elle s'est inscrite à des cours pour obtenir son GED, Général Éducation Développement. Elle avait abandonné le lycée à 17 ans et n'y était jamais retournée. Maintenant, à 33 ans, elle était assise dans une salle de classe avec des femmes de la moitié de son âge et réapprenait l'algèbre. Elle a commencé à comprendre les gens que j'avais servis à Opaven, les gens qu'elle avait volés. Les papiers de divorce sont arrivés au 8e mois. Kyle a déposé une demande depuis l'Oregon State Penitentiary. Il voulait mettre fin au mariage. Il a blâmé Rachel pour tout dans la demande. Rachel a lu les papiers dans sa cellule seule, puis elle les a signés. Elle s'est sentie plus légère. Au 12e mois, Rachel avait fait des progrès en thérapie. Elle a compris les schémas toxiques dans sa relation avec Kyle. Elle a compris comment il l'avait isolée, contrôlée, transformé ses insécurités en armes. Mais les autres détenus ne se souciaient pas de ses progrès. Elle connaissait son crime. La nouvelle s'est répandue rapidement en prison. Tu as volé des sans-abri, a dit une femme à la cafétéria. C'est bas, même pour nous. Rachel a mangé seule après cela. Elle était une paria, même dans un endroit rempli de criminels. Son crime était considéré comme particulièrement cruel. Elle a passé les 6 derniers mois dans un isolement quasi total. Elle a travaillé, elle a étudié, elle a suivi une thérapie, et elle a pensé à moi. Elle a pensé à la nuit de la cérémonie, à l'expression de mon visage quand je lui ai tourné le dos. Elle avait voulu que je me brise, que je lui pardonne, que je supplie le juge de faire preuve de clémence, mais je ne l'avais pas fait. Et dans le silence de sa cellule, Rachel a réalisé que j'avais fait exactement ce que j'aurais dû faire. Le jour de sa libération, Rachel est sortie de Coffee Creek à 34 ans. Elle avait 200 $ sur son compte de prison, un billet de bus pour Portland, et un casier judiciaire qui la suivrait pour le reste de sa vie. Trouver un logement était presque impossible. La plupart des propriétaires faisaient des vérifications d'antécédents, et quand ils voyaient cambriolage et vol, ils refusaient. Elle a finalement trouvé un motel bon marché, 70 $ par semaine, un lit simple. Trouver du travail était tout aussi difficile. Nous ne pouvons pas embaucher quelqu'un avec une condamnation pour crime, a dit un gérant. Finalement, elle a trouvé un emploi à temps partiel dans un restaurant rapide, 14,50 $ de l'heure,
20 heures par semaine si elle avait de la chance. Elle se tenait derrière le comptoir, prenant les commandes, portant une toque en papier. Les clients ne savaient pas qui elle était. Ils ne savaient pas qu'elle avait autrefois volé des familles sans abri. Ils ne savaient pas que sa mère lui avait tourné le dos. Ils voulaient juste leur hamburger. Et pour la première fois de sa vie, Rachel a dû faire face à ce qu'elle était devenue sans Kyle, sans moi, sans personne à blâmer. 3 ans s'étaient écoulés depuis la nuit de la cérémonie. J'avais 61 ans maintenant. Rachel avait 35 ans. Nous vivions dans la même ville, mais nous existions dans des mondes entièrement différents. Le monde de Rachel était petit et silencieux. Elle vivait seule dans un studio dans l'est de Portland. 350 pieds carrés, $650 par mois. Une seule fenêtre donnant sur un parking où personne ne souriait jamais. Elle travaillait de nuit chez Fred Meyer, rangeant les étagères quand le magasin était vide. $15.50 de l'heure, 30 heures par semaine, juste assez pour survivre. Chaque mois, $50 étaient déduits de son salaire pour la restitution. Elle avait payé $900 jusqu'à présent, il restait $575. Elle était toujours en probation. Chaque mois, elle s'asseyait en face de l'agent Torres et confirmait qu'elle avait respecté les règles. Couvre-feu à 22 heures, pas de contact avec moi, pas de violation. Elle n'avait pas d'amis, personne à appeler quand la solitude devenait insupportable, personne avec qui passer Thanksgiving ou Noël. Elle faisait du bénévolat au refuge Saint-Francis 2 fois par semaine en utilisant son deuxième prénom, Marie, pour que personne ne la reconnaisse comme la femme qui avait volé des familles sans abri. Elle servait des repas en silence. Elle triait les dons comme je le faisais autrefois. Elle essayait de racheter ce qu'elle avait fait, mais ce n'était jamais suffisant. Elle allait en thérapie toutes les 2 semaines. Le docteur Warren lui a dit que le regret faisait partie de la guérison, qu'elle devait se pardonner avant que quiconque puisse lui pardonner. Mais comment pouvait-elle se pardonner si je ne voulais même pas la regarder? Rachel a violé l'ordonnance de non-contact 2 fois. La première fois, elle m'a écrit une lettre, anonyme, non signée, disant qu'elle était désolée. La deuxième fois, elle a demandé à une ancienne collègue de faire passer un message. S'il te plaît, parle-moi juste. Je n'ai pas répondu. J'ai transmis les 2 preuves à l'agent Torres. Rachel a reçu 50 heures de service communautaire supplémentaires et un avertissement, une violation de plus, et elle retournerait directement à Coffee Creek. Elle a arrêté d'essayer après cela. Kyle était toujours en prison. Il lui restait 18 mois de sa peine de 4 ans. Le divorce avait été finalisé il y a 1 an. Elle ne lui manquait pas. Elle regrettait juste de ne pas être seule. Un samedi après-midi, elle m'a vu dans une épicerie. J'achetais des fleurs. J'avais l'air en bonne santé, heureuse, en paix. Rachel est restée figée dans l'allée des produits frais, me regardant derrière un étal de pommes. Elle voulait s'approcher pour dire quelque chose, n'importe quoi. Mais elle ne l'a pas fait. Elle a tourné les talons et est partie avant que je ne puisse la voir parce qu'elle connaissait la vérité. J'en avais fini avec elle. Et peut-être que j'avais tout à fait le droit de l'être. Mon monde, en revanche, était plein. J'étais en bonne santé. J'étais heureuse. Je me suis investi à Opaven. Je ne pensais plus à Rachel tous les jours. Certaines semaines, je n'y pensais pas du tout. Les chèques de restitution arrivaient chaque mois, déposés sur le compte de Opaven par mon avocat. Je n'ouvrais jamais les enveloppes. Je ne voulais pas voir son nom. Les gens me demandaient si elle me manquait. Non. J'avais tracé une ligne il y a 3 ans et je ne l'avais pas franchie depuis. Pas de contact, pas de pardon. Peut-être jamais. Je n'étais pas en colère. Je n'étais pas amer. J'en avais juste assez. J'avais passé 32 ans à aimer une fille qui avait volé les personnes que je servais, détruit quelque chose pour lequel j'avais travaillé dur et menacé une femme innocente pour couvrir ses crimes. Je ne lui devais rien. Je devais tout à ma communauté. Et donc je me suis montré. Chaque semaine, je servais des repas, triais les dons, écoutais des histoires. J'aidais les gens à trouver un emploi, un logement, de l'espoir. Angela et moi prenions toujours un café 1 fois par mois. Ses enfants s'épanouissaient. Elle avait été promue gestionnaire de cas principal. Tu m'as sauvé la vie, a-t-elle dit un jour. Tu as sauvé la tienne, ai-je répondu. Je me suis juste montré.
Barbara faisait du bénévolat avec moi tous les samedis. Elle ne posait jamais de questions sur Rachel. Elle savait ce qu'il fallait. J'avais une vie pleine de sens, pleine de gens qui comptaient. Rachel n'en faisait pas partie. Mais parfois tard le soir, je pensais à elle. Je pensais à la petite fille qui me tenait la main à l'épicerie. L'adolescente qui a pleuré sur mon épaule quand son père est mort. La fille que j'avais aimée pendant 32 ans. Et je me demandais si elle allait bien. Mais je n'ai pas tendu la main parce que le pardon n'est pas quelque chose que l'on donne simplement parce que quelqu'un le veut. Le pardon est quelque chose que l'on donne quand on est prêt. Si jamais on l'est. Et je ne l'étais pas. Pas encore. Les gens me demandaient si je lui pardonnerais un jour. Laissez-moi répondre à ça. Les gens me demandent si j'ai pardonné à Rachel. La réponse est non. Et je n'ai pas à le faire. 3 ans se sont écoulés depuis cette nuit-là. J'ai 61 ans maintenant. Rachel a 35 ans et je suis en paix. Après le procès, quelque chose d'inattendu s'est produit. Hope Haven a reçu plus de 50 000 $ de dons. Des gens de tout le pays avaient entendu l'histoire de la mère qui s'était tenue sur scène en haillons et avait refusé d'avoir honte. Ils voulaient aider. Nous avons ajouté 15 nouveaux lits. Nous avons embauché 2 gestionnaires de cas supplémentaires. Au cours des 3 dernières années, nous avons aidé 47 personnes à obtenir un logement stable. 47 familles qui ont maintenant les clés de leur propre porte d'entrée. 47 personnes à qui on a dit qu'elles n'avaient pas d'importance jusqu'à ce que quelqu'un se présente et leur prouve le contraire. La photo de moi sur scène cette nuit-là est accrochée dans le hall principal du refuge. Maintenant, elle est encadrée de bois simple. Pas d'or, pas de glamour, juste moi debout à un podium en jean déchiré, une chemise à carreaux délavés, des chaussettes dépareillées et un gardenia blanc glissé derrière mon oreille. Les nouveaux clients s'arrêtent et la regardent fixement. « Qui est-ce » demande-t-il. Angela Martinez leur raconte l'histoire. « C'est Diane » dit Angela. Elle a 45 ans maintenant, une gestionnaire de cas principale, une mère de 2 adolescents épanouis, une femme qui est entrée à Hope Haven il y a 5 ans avec 43 $ et 2 enfants terrifiés et qui en est sortie 2 ans plus tard avec un emploi, un appartement et sa vie retrouvée. Elle portait ses vêtements exprès, explique Angela. Sa fille a essayé de l'humilier, mais Diane l'a transformé en message. La dignité n'est pas ce que vous portez, c'est ce que vous êtes. Angela est mon héritage, pas Rachel. La société nous dit que nous devons pardonner pour guérir. Je suis là pour vous dire que c'est un mensonge. Je ne suis pas amer. Je ne suis pas bloqué. Je ne suis pas consumé par la colère. Je suis libre. Certaines personnes guérissent par le pardon. Je guéris par les limites. Les deux sont également valables. Rachel voulait m'humilier parce qu'elle pensait que je me souciais plus des étrangers que d'elle. Elle avait raison. Parce que des étrangers ne m'ont jamais volé. Des étrangers n'ont jamais détruit quelque chose pour lequel j'ai travaillé 3 mois pour acheter. Des étrangers n'ont jamais essayé de saboter la nuit où j'ai été honoré pour les avoir servis. J'ai choisi ma communauté plutôt que ma fille, et je ne le regrette pas. La robe détruite, ou ce qu'il en reste, est encadrée dans mon bureau, non pas comme une blessure, mais comme un rappel. La note cruelle que Rachel a laissée est à côté. Ces haillons sont plus appropriés que n'importe quelle robe. Cette note a permis de collecter 50 000 $. Elle a aidé à construire une aile d'extension à Hope Haven. Elle a aidé 47 personnes à trouver un logement. Rachel l'a voulu comme une humiliation. Je l'ai transformé en héritage. Sur mon bureau, il y a une photo de Richard, mon mari, l'homme qui m'a appris que aimer les gens ne signifie pas tolérer le mal. Protège ta paix d'abord. Il disait toujours, je le fais. Alors, laissez-moi vous dire quelque chose. Vous n'êtes pas obligé de pardonner aux gens qui vous ont fait du mal. Vous n'êtes pas obligé de laisser des personnes toxiques revenir dans votre vie simplement parce qu'elles font partie de votre famille. Vous n'êtes pas obligé de sacrifier votre paix pour la culpabilité de quelqu'un d'autre. Le pardon est facultatif. Les limites sont essentielles. La dignité n'est pas négociable. Si quelqu'un essaie de vous humilier, rappelez-vous ceci. Vous ne pouvez pas humilier quelqu'un qui refuse d'avoir honte. Je me suis tenu sur cette scène en jean déchiré et je l'ai assumé. J'ai transformé la cruauté en un symbole de force. Et j'ai construit quelque chose de beau à partir des débris.
Peut-être qu'un jour Rachel prouvera qu'elle a changé. Peut-être qu'elle passera le reste de sa vie à servir les personnes qu'elle a autrefois volées. Peut-être qu'elle redeviendra quelqu'un que je peux respecter à nouveau. Peut-être pas. Quoi qu'il en soit, je suis en paix. J'ai 61 ans. J'ai passé les 3 dernières années à faire exactement ce que je devais faire. Me montrer pour les gens qui ont besoin de moi, fixer des limites avec les gens qui me font du mal, et construire une vie pleine de sens. Rachel a fait ses choix. J'ai fait les miens. Et je ne regrette aucun d'entre eux. C'est mon histoire. C'est mon héritage. Et c'est ma vérité. Vous avez entendu mon histoire maintenant. Une de ces histoires de drames familiaux dont les gens chuchotent mais parlent rarement à voix haute. J'ai 61 ans, une grand-mère, même si mes petits-enfants ne me connaîtront jamais. Rachel n'a pas d'enfants. Et même si elle en avait, je ne ferai pas partie de leur vie. C'est mon choix. Les gens me disent que les histoires de grand-mère devraient parler de faire des biscuits et de lire des contes au coucher. Ils disent que les grand-mères sont censées tout pardonner, tout sacrifier, et aimer sans limite. Mais voici ce que j'ai appris. L'amour inconditionnel ne signifie pas tolérer le mal. Si vous tirez une leçon de mon histoire, que ce soit celle-ci. Vous avez le droit de protéger votre paix. Ne soyez pas comme moi d'une manière, n'attendez pas 32 ans pour fixer des limites. N'ignorez pas les signaux d'alarme parce que quelqu'un partage votre sang. Ne sacrifiez pas votre bien-être pour quelqu'un qui refuse de changer. Mais soyez comme moi en cela, restez ferme quand vous savez que vous avez raison. Choisissez votre communauté. Construisez un héritage qui compte. Les histoires de drames familiaux comme la mienne ne sont pas rares. Elles arrivent tous les jours. Des enfants adultes manipulent des parents vieillissants. Des familles se volent mutuellement. L'amour est déformé en obligation. Et la société nous dit que nous devons pardonner. Je suis là pour vous dire que vous n'avez pas à le faire. Dieu pardonne. C'est son travail, pas le mien. Mon travail est de servir les gens qu'il a mis sur mon chemin, les Angela de ce monde, ceux que la société a oubliés, ceux qui avaient besoin de dignité plus que de jugement. Je les ai choisis et je les choisirai à nouveau. Les histoires de grand-mère ne sont pas toujours douces. Parfois, elles parlent de survie. Parfois, elles parlent de limites. Parfois, elles parlent de dire non à votre propre enfant pour pouvoir dire oui à 47 étrangers qui avaient besoin d'un logement. La plupart des histoires de grand-mère que vous entendez se terminent par la réconciliation et le pardon. La mienne non. Et c'est bien ainsi. C'est mon héritage. Pas une réconciliation, pas une fin heureuse, juste la paix. Alors, voici mon conseil en termes simples. Fixez des limites tôt. N'attendez pas que quelqu'un vous détruise. Choisissez les gens qui vous choisissent. Le sang ne gagne pas la loyauté, le comportement si. Le pardon est facultatif. La guérison ne l'est pas. La dignité vous appartient. Personne ne peut vous la prendre si vous ne le permettez pas. Et enfin, vous ne pouvez pas être humilié si vous refusez d'avoir honte. J'ai porté ce jean déchiré sur cette scène et je l'ai assumé. J'ai transformé la cruauté en un but. J'ai construit quelque chose de beau à partir des débris. Vous le pouvez aussi. Que votre histoire soit l'une de ces histoires de drames familiaux douloureux ou quelque chose de complètement différent, rappelez-vous ceci. C'est vous qui écrivez la fin. J'ai écrit la mienne. Maintenant, allez écrire la vôtre.